L'histoire des États-Unis commence bien avant leur indépendance, avec les peuples autochtones qui ont peuplé le continent pendant des millénaires. Au XVIIe siècle, les colons européens, surtout anglais, fondèrent des établissements sur la côte Est et posèrent les bases d'une nouvelle société. Avec le temps, les tensions avec la couronne britannique augmentèrent, jusqu'à ce qu'en 1775 éclate la guerre d'indépendance. Sous la direction de George Washington, les 13 colonies remportèrent la victoire et, en 1776, naquit une nouvelle nation, les États-Unis d'Amérique. Le XIXe siècle marqua une ère d'expansion et de puissance. Avec l'achat de la Louisiane, l'annexion du Texas et la conquête de la Californie, le pays s'étendit d'une côte à l'autre. Ce fut une époque de pionniers, de chemins de fer et de rêves de liberté, mais aussi de conflits. L'esclavage divisa la nation et déclencha la guerre de sécession en 1861, une lutte épique qui décida du destin du pays. Après la victoire du Nord, les États-Unis renaquirent plus forts, portés par l'industrie, le progrès et l'ambition de devenir une puissance mondiale au XXe siècle. C'est l'histoire d'une nation forgée par des hommes comme George Washington, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson et Theodore Roosevelt, dont les idéaux et les décisions ont à jamais changé le cours du monde. Avant Colomb, les civilisations oubliées d'Amérique du Nord. Bien avant que les navires européens n'aperçoivent les côtes de l'Atlantique, le continent nord-américain était un univers plein de vie, de culture et de spiritualité. Il n'existait pas une seule civilisation dominante, mais une mosaïque de peuples qui façonnèrent la terre, construisaient des villes, développaient des systèmes agricoles avancés et maintenaient des réseaux commerciaux s'étendant sur des milliers de kilomètres. Leurs histoires n'étaient pas écrites sur des parchemins ni proclamées par des rois, mais gravées dans des monticules, des pétroglyphes et des légendes transmises de génération en génération. Contrairement à ce que diraient des siècles plus tard les chroniqueurs européens, l'Amérique du Nord n'était pas un territoire sauvage, attendant d'être civilisé, mais une terre vivante, habitée par des sociétés dont la complexité rivalisait avec celle des grandes civilisations du monde antique. Dans les régions du sud-ouest, florissait l'un des peuples les plus énigmatiques, les Anasasis, également connus comme les anciens peuples. Parmi les canyons de pierres rouges et les vastes déserts de ce qui est aujourd'hui l'Arizona, le Nouveau-Mexique, le Colorado et l'Utah, ils érigèrent des villes perchées sur des falaises, d'imposantes structures en adobe et en pierre conçues pour se protéger du climat extrême et d'éventuels ennemis. Chaco Canyon, le cœur de leur civilisation, devint entre les 9e et 12e siècles un centre politique et cérémoniel. De là rayonnaient des routes parfaitement tracées qui s'étendaient sur le plateau, reliant plus de 150 établissements. Les Anasasis construisaient des kivas souterraines pour les rituels spirituels et observèrent les astres depuis des tours alignées avec les solstices. Sans écrire un seul mot, ils développèrent un calendrier astronomique et un système d'irrigation permettant de cultiver le maïs, la courge et les haricots dans des zones arides. Plus au nord, dans les grandes plaines et les forêts du Midwest, émergèrent les cultures connues sous le nom de constructeurs de monticules, dont l'expression la plus développée fut la civilisation du Mississippi. Leur principale cité, Cahokia, située près de l'actuel Saint-Louis, abritait entre 10 et 20 000 habitants à son apogée vers l'an 1100, soit plus que la plupart des villes européennes de l'époque. Là s'élevait le Monk's Mound, une plateforme pyramidale entièrement faite de terre compactée, dont la base dépassait celle de la grande pyramide de Gizeh. Les constructions cérémonielles, les places publiques et les champs de culture étaient organisés avec une précision géométrique. On y a retrouvé des objets en cuivre martelé, en obsidienne et des coquillages marins provenant du golfe du Mexique et des Grands Lacs, preuve d'un réseau commercial couvrant la moitié du continent. Les cultures du Mississippi ne dominaient pas seulement l'agriculture, mais aussi la cosmologie. Dans leurs monticules funéraires, ils enterraient leurs dirigeants entourés d'offrandes et de symboles de pouvoir, tels que des bâtons cérémoniels sculptés avec des figures de faucons, symboles du ciel, ou des serpents à plumes représentant la connexion entre le monde terrestre et le monde spirituel. Ils pratiquaient le culte des ancêtres, croyaient au cycle de mort et de renaissance, et organisait des cérémonies rassemblant des centaines de personnes autour de feux, de tambours et de chants. La ville de Cahokia, avec ses palissades de bois et son complexe système social,
fut pendant des siècles le plus grand centre urbain au nord de la Mésoamérique, jusqu'à ce qu'une période de sécheresse prolongée, de conflits internes et d'épuisement des ressources entraîne son lent abandon. Pendant ce temps, dans les forêts du Nord-Est surgirent des sociétés organisées en confédérations. Les Hopewell, une culture florissante entre 200 avant notre ère, J.C. et 500 après Jésus-Christ. J.C. construisirent d'immenses figures géométriques de terre s'étendant sur des hectares, certaines en forme d'animaux tels que des cerfs ou des oiseaux. Leurs centres cérémoniels étaient des lieux de rencontre où différents peuples échangeaient des biens et scellaient des alliances spirituelles. Les Hopewell pratiquaient une métallurgie sophistiquée, modelant le cuivre pur sans le fondre, par martelage à froid, une technique unique dans le monde antique. Leurs réseaux commerciaux s'étendaient des Dakota jusqu'à la Floride, démontrant une grande mobilité et communication entre divers peuples. Plus à l'est, près des Grands Lacs, naquirent les confédérations iroquoises et algonquiennes. Elles ne construisirent pas de villes monumentales, mais développèrent l'un des systèmes politiques les plus avancés du continent. La Confédération iroquoise, connue comme la Grande Ligue de la Paix, unissait 5 nations sous une constitution orale établissant droits, devoirs et méthodes pour résoudre les conflits sans recourir à la guerre. Les Iroquois vivaient dans de longues maisons communales en bois, où plusieurs familles, liées par la lignée maternelle, partageaient le même foyer. Les femmes élisaient les chefs tribaux et pouvaient les destituer s'ils n'agissaient pas pour le bien de la communauté. Leurs champs de maïs, de haricots et de courges constituaient une base agricole solide soutenant leurs alliances politiques et leur puissance militaire. À l'extrême sud, les peuples de la vallée du fleuve Gila développèrent des canaux d'irrigation plus longs que ceux utilisés dans de nombreuses régions de l'Europe médiévale. Les Hohokam, habitants de l'actuel Arizona, détournèrent le cours de l'eau avec une telle précision qu'ils pouvaient entretenir des cultures toute l'année. Ils construisirent des plateformes cérémonielles et des terrains de jeu semblables à ceux de Mésoamérique, suggérant un lien culturel entre les civilisations du sud-ouest de l'Amérique du Nord et celles du centre du Mexique. Dans le nord-ouest du Pacifique, en revanche, les populations ne dépendaient pas de l'agriculture mais de l'océan. Les tribus côtières, comme les Haïda et les Tlingit, étaient d'habiles navigateurs construisant des canoës en cèdre capables de transporter des dizaines de personnes. Ils sculptaient d'immenses totems racontant l'histoire de leur lignée et croyaient que les animaux étaient des ancêtres spirituels. Leur village subsistait grâce à la pêche au saumon, à la chasse à la baleine et à la collecte de coquillages, ce qui leur permit de développer une culture opulente sans avoir à cultiver la terre. Chacune de ces civilisations s'adapta à son environnement d'une manière unique, créant des sociétés complexes que nous commençons à peine à comprendre. Pendant des millénaires, le continent nord-américain fut le théâtre de migrations, de guerres, d'alliances et de découvertes. Les montagnes, les rivières et les déserts faisaient partie de leur vision du monde. Pour les Anasazi, le monde possédait 4 directions sacrées. Pour les constructeurs de monticules, la terre était un être vivant qu'il fallait honorer. Pour les Iroquois, la paix représentait un équilibre à maintenir par la parole et non par l'épée. Chaque peuple laissa son empreinte, non pas dans la pierre comme les Égyptiens ou les Romains, mais dans la terre même, dans ses formes élevées et ses vestiges cérémoniels qui résistent encore au passage des siècles. L'arrivée des Européens et la conquête du Nouveau Monde. Lorsque Christophe Colomb aperçut la Terre le 12 octobre 1492, il ne découvrait pas un monde inhabité ni inconnu, mais ouvrait le portail d'une transformation irréversible. Ce premier contact entre l'Europe et l'Amérique ne s'est pas produit comme une rencontre entre égaux, mais comme le début d'un processus de conquête, d'évangélisation et d'exploitation qui allait modifier le cours de l'histoire pour toujours. Les caravelles espagnols parcouraient les Caraïbes avec la conviction profonde d'accomplir une mission divine et politique, étendre la couronne et le christianisme. Pour les peuples autochtones, en revanche, l'arrivée d'hommes barbus, en armure brillante et armés de fusils, fut le début d'une ère d'épidémies, de guerres et de déplacements forcés. Colomb fonda la première colonie européenne en Amérique sur l'île Hispaniola, où les Espagnols commencèrent à établir des forteresses et à exploiter les ressources naturelles. Les Indiens Taïnos, qui accueillirent initialement les nouveaux arrivants avec curiosité et hospitalité, furent rapidement soumis au système des encomiendas, obligés de travailler dans les mines et les plantations dans des conditions brutales.
Les maladies européennes, inconnues sur le continent, commencèrent à se propager avec une vitesse dévastatrice. La variole, la rougeole et la grippe décimaient des communautés entières en quelques mois. Ce qui avait été initialement présenté comme une entreprise d'exploration se transforma en un processus systématique de conquête. En moins de 50 ans, l'Empire espagnol s'étendit dans les Caraïbes, en Amérique centrale et une grande partie de l'Amérique du Sud. Les conquistadors avançaient guidés par l'ambition de gloire et d'or. Hernán Cortés, avec à peine quelques centaines de soldats, marcha vers le cœur de l'Empire aztèque en 1519. Il fut reçu par Moctezuma II à Tenochtitlan, une ville plus grande et avancée que n'importe quelle capitale européenne de l'époque. Cortés exploita les rivalités internes des différentes cités-États indigènes, forgea des alliances stratégiques et assiégea finalement la ville en 1521. La chute de Tenochtitlan marqua le début de la domination espagnole en Mésoamérique. Au sud, Francisco Pizarro reproduisait la formule dans l'Empire Inca, capturant l'empereur Atahualpa à Cajamarca en 1532. Avec ses triomphes, l'Espagne devint la plus grande puissance impériale de la planète. Cependant, l'intérêt espagnol ne se limita pas aux régions d'or et aux villes monumentales. Les explorateurs ont parcouru le territoire qui est aujourd'hui les États-Unis bien avant que les Anglais n'y mettent le pied. Juan Ponce de León est arrivé sur la péninsule de Floride en 1513 à la recherche de la mythique fontaine de Jouvence. Lucas Vasquez de Ayllón a tenté de fonder une colonie sur la côte atlantique en 1526, mais elle a échoué à cause de la faim et des maladies. Panfilo de Narvaez a parcouru la côte du Golfe et l'un de ses hommes, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, a erré pendant des années parmi les peuples indigènes du Texas actuel, racontant des histoires de villes d'or. Hernando de Soto a dirigé une expédition entre 1539 et 1542, qui a traversé de vastes régions du sud, a franchi le fleuve Mississippi et a rencontré des civilisations agricoles complexes qui habitaient des tertres cérémoniels. Dans le sud-ouest, Francisco Vázquez de Coronado a marché du Mexique jusqu'au Kansas à la recherche des 7 cités de Cibola, des centres légendaires de richesse. Bien qu'il n'ait jamais trouvé d'or, ses rapports décrivaient de vastes plaines, de grandes rivières et des établissements indigènes inconnus de l'Europe. L'Espagne revendiquait d'énormes étendues de terre, mais ne pouvait assurer son contrôle sans établir de colonies permanentes. Ainsi, des présidios et des missions furent fondés en Floride et au Nouveau-Mexique. En 1565, l'avancé Pedro Menéndez de Avilés fonda Saint-Augustin en Floride, la plus ancienne colonie européenne continuellement habitée sur le territoire des États-Unis actuels. Pendant ce temps, la France dirigeait également son attention vers le nord de l'Amérique. Jacques Cartier navigua sur le fleuve Saint-Laurent en 1534, revendiquant le territoire pour le roi François Ier. Il tenta de fonder des colonies qui échouèrent à cause des températures extrêmes et du manque de nourriture. Cependant, la France découvrit une source inattendue de richesse, les fourrures de castor, très prisées en Europe pour la fabrication de chapeaux. Samuel de Champlain fonda Québec en 1608, qui devint rapidement le centre du commerce français avec les tribus Huronnes et Algonquines. Contrairement aux Espagnols, les Français ne cherchaient pas à construire des empires agricoles, mais des réseaux commerciaux basés sur des alliances avec les peuples indigènes, ce qui leur permit d'étendre leur influence en aval du Mississippi et à l'intérieur du continent. Parallèlement, l'Angleterre observait avec inquiétude le pouvoir de l'Espagne et le potentiel de richesse du Nouveau Monde. Pendant une grande partie du XVIe siècle, l'Angleterre était occupée par des conflits internes et des guerres avec d'autres puissances européennes. Cependant, la défaite de l'Armada invincible en 1588 marqua un tournant. L'Angleterre émergea comme une nouvelle puissance navale et décida de projeter son influence en Amérique du Nord. Des pirates comme Francis Drake pillaient les navires espagnols chargés d'or et d'argent, tandis que des visionnaires comme Sir Walter Raleigh obtenaient des brevets royaux pour fonder des colonies. La première tentative anglaise eut lieu sur l'île de Roanoke en 1587. Ce fut un mystérieux échec. Lorsque les provisions arrivèrent des années plus tard, la colonie avait disparu sans laisser de traces, sauf un mot gravé sur un arbre, Croatoan. Les Anglais comprirent que pour réussir, il ne suffisait pas d'installer des postes militaires.
Il était nécessaire de peupler les terres avec des familles, des agriculteurs, des artisans et des gouverneurs civils. Pour cela, ils créèrent des compagnies coloniales finançant des expéditions en échange du droit d'exploiter les terres conquises. Pendant que l'Espagne évangélisait et que la France commerçait, l'Angleterre prévoyait de construire un nouveau modèle de société en Amérique, bien qu'elle ne savait pas encore que ce projet allait déclencher une rupture définitive avec la mère patrie. Vers la fin du XVIe siècle, le continent nord-américain était devenu le plateau stratégique des grandes puissances européennes. L'Espagne contrôlait la Floride et le sud-ouest, la France avançait le long du fleuve Saint-Laurent et les Anglais se préparaient à établir leur première colonie permanente. Aucune de ces nations n'imaginait encore que leurs actions façonnaient la naissance d'une future puissance qui changerait l'ordre mondial. En 1607, 3 navires anglais, le Susan Constant, le Godspeed et le Discovery, quittèrent le port de Londres en direction du territoire qui serait bientôt connu sous le nom de Virginie. Les premiers établissements anglais, Jamestown et Plymouth. L'aube du 14 mai 1607 marqua le début d'une histoire qui non seulement changerait le destin d'un continent, mais donnerait naissance à une nation complètement nouvelle. 3 navires anglais, le Susan Constant, le Godspeed et le Discovery, naviguèrent sur la rivière James et débarquèrent sur une langue de terre marécageuse. Là, au milieu des moustiques, des marais et des forêts denses, les colons fondèrent Jamestown, le premier établissement anglais permanent en Amérique du Nord. Ils n'étaient ni paysans ni artisans habitués au travail physique. La plupart étaient des gentlemen, des commerçants ou des aventuriers espérant trouver de l'or facilement. Dès le premier jour, la réalité s'imposa avec brutalité. Les conditions étaient insupportables. L'eau était saumâtre, la nourriture rare et les colons ignoraient les techniques agricoles nécessaires pour survivre dans cet environnement hostile. Les maladies commencèrent à se propager. Beaucoup moururent de dysenterie et de fièvre dans les premières semaines. Les survivants dépendirent du leadership de John Smith, un homme au caractère de fer qui imposa la discipline et établit le contact avec la confédération Powhatan, un puissant réseau de tribus indigènes dirigé par le chef Wahunsonacock. Smith négocia des aliments par troc et souvent sous la menace de la force. C'est pendant cette période que se produisit le célèbre épisode avec Pocahontas, fille du chef Powhatan, dont l'intervention sauva la vie de Smith lors d'un malentendu diplomatique, évitant une guerre précoce qui aurait détruit la colonie. Malgré ses efforts, Jamestown faillit s'effondrer. L'hiver de 1609 fut enregistré comme le temps de la famine. Les colons, encerclés par les indigènes et sans ressources, eurent recours à manger des chiens, des chevaux, de l'écorce d'arbres et, selon certains témoignages, même de la chair humaine. Sur environ 500 habitants, seulement 60 survécurent. Juste au moment où ils étaient sur le point d'abandonner la colonie, une flotte de ravitaillement arriva d'Angleterre. Avec un nouveau leadership et davantage de colons, Jamestown renaquit. Mais le véritable salut arriva avec la culture du tabac. John Rolfe a introduit une variété de tabac provenant des Antilles qui est rapidement devenue la base économique de la colonie. Le sol de Virginie s'est avéré exceptionnellement adapté à sa culture, et en quelques décennies, le tabac s'est transformé en la monnaie verte de l'Empire britannique en Amérique. La demande en Europe était explosive. Des travailleurs engagés, connus sous le nom de serviteurs sous contrat, sont arrivés pour travailler pendant des années afin de payer leur voyage. C'est aussi à Jamestown qu'en 1619 sont arrivés les premiers Africains réduits en esclavage dans les colonies anglaises, marquant le début d'une institution qui allait profondément façonner le développement du pays. Cette même année, la colonie a établi l'Assemblée générale de Virginie, la première forme de gouvernement représentatif en Amérique du Nord. Bien qu'encore sous l'autorité du roi et de la Compagnie de Virginie, cet organe législatif permettait aux colons de prendre des décisions locales. Sans le savoir, ils allumaient l'étincelle d'une tradition politique qui allait croître pour devenir l'idée d'autogouvernance et des droits civiques. Pendant que Jamestown luttait pour survivre grâce au tabac et à des alliances tendues avec les indigènes, un autre groupe de colons, motivés par des raisons très différentes, se préparait à traverser l'Atlantique. En 1620, un petit bateau appelé Mayflower partit d'Angleterre avec 102 passagers. Ils ne cherchaient pas la richesse, mais la liberté religieuse. Ils étaient des puritains séparatistes, persécutés dans leur pays pour avoir refusé de suivre les rituels de l'Église officielle.
Après une traversée orageuse, ils aperçurent la terre dans l'actuel Massachusetts, loin de leur destination initiale en Virginie. Avant de débarquer, ils signèrent un accord qui resterait dans l'histoire, le Mayflower Compact, un pacte d'autogouvernance dans lequel les colons s'engageaient à obéir aux lois qu'ils créeraient eux-mêmes pour le bien commun. Le 21 décembre 1620, ils débarquèrent à Plymouth. Le premier hiver fut dévastateur, plus de la moitié moururent de maladies et de manque de nourriture. La différence avec Jamestown fut la relation qu'ils développèrent avec les peuples indigènes locaux. Un membre de la tribu Patuxet, appelé Tisquantum, connu sous le nom de Squanto, avait vécu en Europe et parlait anglais. Il enseigna aux colons à planter le maïs en enterrant du poisson comme engrais, à trouver des plantes médicinales et à établir des alliances avec la Confédération Wampanoag. Cette coopération permit la survie de la colonie et conduisit au célèbre festin de remerciements qui, des siècles plus tard, donnerait naissance à la tradition de Thanksgiving. Contrairement à Jamestown, où dominaient les intérêts commerciaux, Plymouth devint une communauté unie par la religion. Les puritains croyaient que Dieu les avait choisis pour fonder une nouvelle Jérusalem sur le continent américain. Leurs églises étaient également des centres de gouvernement et leurs lois étaient basées sur la Bible. Avec le temps, des milliers de puritains émigrèrent d'Angleterre lors de ce que l'on appelle la Grande Migration puritaine de 1630 à 1640, fondant la colonie de la baie du Massachusetts. Ils construisirent des villes planifiées comme Boston, créèrent des écoles pour garantir que tous puissent lire la Bible et établir des assemblées locales. Ce modèle d'organisation communautaire posa les bases de la future culture politique américaine, basée sur la participation citoyenne et le gouvernement local. Cependant, l'expansion puritaine n'a pas été exempte de conflits. Des tensions sont apparues avec les autochtones lorsque les colons ont commencé à occuper davantage de terres. Certains dirigeants religieux, comme Roger Williams, défendaient l'achat équitable des terres auprès des natifs et la séparation entre l'Église et l'État. Il a été expulsé du Massachusetts et a fondé la colonie de Rhode Island, la première à établir une liberté religieuse complète. Un autre dissident, Thomas Hooker, a fondé le Connecticut avec un système de gouvernement plus démocratique. Les colonies anglaises commençaient à se diversifier idéologiquement, mais conservaient un noyau commun, la conviction que le Nouveau Monde offrait l'opportunité de construire une société à l'image de leurs croyances et aspirations. Vers 1650, les colonies de Jamestown et Plymouth s'étaient consolidées comme deux modèles distincts d'établissements anglais en Amérique, l'un basé sur l'économie agricole et la plantation, l'autre sur des communautés religieuses autosuffisantes. La croissance des 13 colonies. Au milieu du XVIIe siècle, le paysage de la côte atlantique nord-américaine avait cessé d'être une succession isolée de colonies pour devenir un réseau de colonies en expansion, chacune avec une identité économique, religieuse et politique propre. Les forêts reculaient devant l'avancée des fermes, des villes portuaires et des routes commerciales. La population croissait rapidement. De quelques dizaines de milliers de colons au début du XVIIe siècle, elle passa à plus d'1 million vers 1750. Les naissances étaient nombreuses, la mortalité diminuait et les navires arrivaient chargés non seulement d'Anglais, mais aussi d'Écossais, d'Irlandais, d'Allemands, de Hollandais et d'Africains réduits en esclavage. Pendant cette période, les 13 colonies commencèrent à acquérir une physionomie définitive, stimulées par la prospérité économique, les institutions locales et la conviction que leur destin s'éloignait de plus en plus du contrôle absolu de l'Angleterre. Bien que toutes partagent leur origine britannique, les colonies pouvaient être divisées en 3 grandes régions, celle du Nord ou Nouvelle-Angleterre, celle du Centre et celle du Sud. Chacune développa des systèmes économiques distincts basés sur ses caractéristiques géographiques. En Nouvelle-Angleterre, avec son sol rocheux et son climat froid, l'agriculture était limitée. Les communautés s'organisaient autour de villages compacts, où la religion puritaine continuait d'avoir une forte influence. L'économie se tournait vers le commerce maritime, la pêche et la construction navale. Les ports de Boston, Salem et Newport devinrent des centres d'échange entre l'Amérique, les Caraïbes et l'Europe. Les navires de Nouvelle-Angleterre transportaient du bois, du poisson et du rhum, et revenaient avec du sucre, de la mélasse et des biens manufacturés. La vie tournait autour de l'église, de l'école et de l'assemblée locale, où les citoyens libres votaient les lois et élisaient les autorités.
Dans les colonies du centre, comme New York, Pennsylvanie et New Jersey, prédominaient les terres fertiles et les rivières navigables. Ces colonies devinrent le grenier du continent, produisant blé, avoine et maïs. Elles étaient également des centres de diversité religieuse et ethnique. En Pennsylvanie, fondée par William Penn comme refuge pour les Quakers, cohabitaient pacifiquement des chrétiens de différentes dénominations, ainsi que des immigrants allemands apportant de nouvelles techniques agricoles. New York, ancienne colonie hollandaise, conservait une ambiance cosmopolite où l'on parlait plusieurs langues. Philadelphie émergea comme la plus grande et dynamique des villes coloniales, avec des imprimeries, des bibliothèques et des salons où l'on discutait d'idées philosophiques et politiques. C'était un foyer intellectuel où des figures comme Benjamin Franklin publiaient des journaux et fondaient des sociétés scientifiques. Dans le sud, le climat chaud et les vastes plaines permirent le développement d'une économie basée sur de grandes plantations agricoles. La Virginie, la Caroline du Sud et le Maryland s'enrichirent grâce à la culture du tabac, du riz et de l'indigo, des produits très demandés en Europe. Ces plantations dépendaient d'un système de travail basé d'abord sur les serviteurs sous contrat, puis de plus en plus sur les esclaves africains. À partir de 1700, l'esclavage se consolida comme la colonne vertébrale du système économique du Sud. Les esclaves travaillaient de longues journées sous une surveillance stricte, tandis que les propriétaires terriens formaient une aristocratie rurale dominant la politique locale. Une société profondément hiérarchisée émergea, avec de grandes différences entre les élites propriétaires fonciers et les petits agriculteurs pauvres de l'intérieur. Le commerce prospérait dans toutes les régions grâce au système du triangle atlantique. Les navires quittaient les colonies chargés de matières premières et arrivaient en Angleterre, où elles étaient échangées contre des produits manufacturés. Ensuite, ceux-ci étaient envoyés en Afrique pour acheter des esclaves, qui étaient transportés en Amérique lors de la traversée de l'Atlantique, connue sous le nom de Passage du Milieu, l'une des routes les plus mortelles de l'histoire. Ceux qui survivaient étaient revendus dans les ports des Caraïbes ou du sud des colonies. Ce réseau commercial a généré une richesse croissante, mais a également approfondi la dépendance des colonies au commerce maritime et à l'esclavage en tant qu'institution. Au cours de ce siècle de croissance, l'Angleterre a tenté de renforcer son contrôle économique par les lois sur la navigation. Ces lois obligeaient à ce que tout le commerce colonial se fasse exclusivement sur des navires anglais et que certains produits ne puissent être exportés qu'à des ports de la métropole. L'objectif était de transformer les colonies en un rouage du système mercantiliste britannique, assurant que la richesse afflue vers Londres. Cependant, de nombreux colons ont commencé à contourner les restrictions par la contrebande, en particulier avec les colonies françaises et espagnoles des Caraïbes. Une tension latente est apparue. Les colons considéraient le marché comme une opportunité ouverte, tandis que l'Angleterre le voyait comme un monopole d'État. Malgré ces restrictions, les colonies ont bénéficié d'une période d'autonomie politique connue sous le nom de « négligence bienveillante ». L'Angleterre, concentrée sur les guerres européennes, a permis aux colonies de gérer leurs propres affaires internes. Chaque colonie avait une assemblée élue par les propriétaires terriens, un gouverneur nommé par le roi ou par une compagnie et un système judiciaire local. Cette expérience d'autogouvernance a renforcé l'identité politique des colons, les habituant à prendre des décisions collectives sans intervention directe de Londres. Les idées de droit naturel et de liberté individuelle, inspirées par des philosophes comme John Locke, ont commencé à circuler parmi les élites coloniales. Les journaux débattaient du pouvoir du Parlement, du contrat social et de la limitation du pouvoir du roi. À mesure que la population croissait, les contacts et conflits avec les peuples autochtones augmentaient également. Les colonies du Nord signaient des traités temporaires qui étaient rapidement rompus lorsque les colons avaient besoin de nouvelles terres. Dans le Sud, les peuples autochtones étaient déplacés vers l'intérieur ou absorbés comme main-d'œuvre forcée. Les guerres indigènes, comme la rébellion de Metacomet ou le soulèvement Yamasé, ont montré la résistance désespérée des peuples autochtones, mais l'avancée coloniale s'est révélée imparable. Vers 1750, les 13 colonies étaient déjà une entité complexe, diverse et vigoureuse, un territoire en expansion s'étendant de l'océan Atlantique aux monts Appalaches. Le chemin vers l'indépendance. Au milieu du XVIIIe siècle, les 13 colonies britanniques en Amérique du Nord connaissaient une période d'expansion démographique et de prospérité économique.
Leurs ports étaient remplis de navires marchands, leur ville croissait et la vie politique locale devenait de plus en plus sophistiquée. Mais sous la surface de la prospérité se préparait un conflit profond. Les colonies avaient développé un fort sentiment d'autonomie, nourri par des décennies d'autogouvernement et d'indépendance relative. L'Angleterre, de son côté, voyait les colonies comme une source vitale de ressources pour soutenir son empire mondial. Lorsque l'équilibre fut rompu, un processus irréversible commença qui conduirait à la Révolution. Le déclencheur fut la guerre de la conquête, guerre franco-indienne, entre 1754 et 1763, partie du conflit mondial connu sous le nom de guerre de 7 ans. Dans les forêts de la vallée de la rivière Ohio, des troupes britanniques et des milices coloniales affrontèrent les Français et leurs alliés autochtones. Parmi les officiers coloniaux se trouvait un jeune George Washington qui dirigea sa première expédition militaire au nom de la couronne. La guerre se termina par une victoire britannique et le traité de Paris de 1763 accorda à l'Angleterre le contrôle du Canada et d'une grande partie du territoire à l'est du fleuve Mississippi. Cependant, la guerre avait été extrêmement coûteuse. La dette britannique explosa et le Parlement décida que les colonies devaient payer leur part de l'effort de guerre. Pour les colons, la victoire avait élargi la frontière et assuré leur sécurité. Ils espéraient s'étendre vers l'ouest, mais la couronne britannique avait d'autres projets. La même année de la victoire, le roi George III promulgua la proclamation de 1763, qui interdisait aux colons de s'installer au-delà des monts Appalaches, réservant ces terres aux peuples autochtones sous contrôle impérial. Les colons considéraient cet acte comme une trahison. Ils avaient combattu et sont morts pour ces terres, et on leur refusait désormais le droit de les occuper. Ce fut la première rupture profonde entre la vision impériale et la vision coloniale. Peu après, le Parlement introduisit une série de taxes directes pour lever des revenus. En 1764, la loi sur le sucre fut adoptée, imposant l'importation de mélasse vitale pour la production de rhum en Nouvelle-Angleterre. L'année suivante, la loi sur le timbre imposa des taxes sur les documents légaux, les journaux et les lettres, affectant toutes les classes sociales. La nouveauté n'était pas le montant de la taxe, mais sa nature. Pour la première fois, Londres imposait des taxes directement aux colonies sans leur consentement. Un cri surgit et se répéta dans les tavernes, les églises et les places. No taxation without représentation. Les colons soutenaient que seules leurs assemblées locales avaient l'autorité pour approuver les taxes. La résistance coloniale fut immédiate. Des associations comme les Fils de la Liberté se formèrent, organisant des boycotts et des manifestations. À Boston, les manifestants pendirent des effigies de collecteurs d'impôts et les forcèrent à démissionner. Dans plusieurs colonies, les tribunaux cessèrent de fonctionner car personne n'achetait les timbres officiels. Sous pression, le Parlement abrogea la loi sur le timbre en 1766, mais approuva simultanément la loi déclaratoire, affirmant son autorité pour légiférer sur les colonies dans tous les cas possibles. C'était un avertissement. La tension ne diminua pas. En 1767, le Parlement introduisit les droits de Townshend, imposant des taxes sur le verre, le papier, la peinture et le thé. Les colons répondirent par des boycotts massifs des produits britanniques. Les femmes, connues sous le nom de filles de la liberté, commencèrent à filer leurs propres vêtements au lieu d'acheter des textiles importés. Les assemblées coloniales envoyèrent des pétitions à Londres et encouragèrent l'union entre les colonies. Pour faire appliquer les lois, le gouvernement britannique envoya des troupes à Boston. La présence de soldats armés dans les rues augmenta la tension. Le 5 mars 1770, une foule de colons en colère entoura un groupe de soldats britanniques à Boston. Entre cris et insultes, ils commencèrent à lancer des boules de neige avec des pierres. Certains soldats, confus et effrayés, tirèrent sur la foule, tuant 5 personnes. L'incident fut connu sous le nom de massacre de Boston. Des figures comme Samuel Adams et Paul Revere l'utilisèrent pour alimenter le sentiment anticolonial, le présentant comme un acte de tyrannie britannique contre des citoyens innocents. Bien que les soldats aient été jugés et défendus par John Adams, qui argumenta qu'ils avaient agi en légitime défense, l'événement resta marqué comme un symbole de l'abus impérial. Le conflit atteignit un nouveau niveau en 1773, lorsque le Parlement adopta la loi sur le thé, accordant à la Compagnie britannique des Indes orientales le monopole du commerce du thé dans les colonies.
Les colons soupçonnaient qu'il s'agissait d'une ruse pour les obliger à accepter des taxes. Dans la nuit du 16 décembre, un groupe de colons déguisés en Indiens Mohawks monta à bord de 3 navires dans le port de Boston et jeta à la mer 342 caisses de thé. Cet acte, connu sous le nom de Boston Tea Party, défia ouvertement l'autorité britannique. En réponse, le Parlement adopta en 1774 les lois coercitives, appelées par les colons « lois intolérables ». Elles fermèrent le port de Boston jusqu'au paiement du thé détruit, abolirent le gouvernement local du Massachusetts et permirent que les officiers britanniques accusés de crimes soient jugés en Angleterre. Ces mesures visaient à isoler le Massachusetts, mais produisirent l'effet inverse. Elles unirent les colonies. En septembre 1774, des représentants de 12 colonies se réunirent à Philadelphie lors du premier congrès continental. C'était la première fois que les colonies agissaient de manière coordonnée. Ils y décidèrent des boycotts commerciaux, rédigèrent une déclaration des droits et appelèrent à préparer des milices en cas de conflit armé. La tension se transforma en poudre. En avril 1775, le général britannique Thomas Gage envoya des troupes à Concord, dans le Massachusetts, pour confisquer les armes stockées par les colons. Paul Revere chevaucha toute la nuit pour avertir la population. À Lexington, un groupe de miliciens se rassembla face aux soldats britanniques. Personne ne sait qui tira le premier coup, mais ce coup fut connu comme le coup entendu dans le monde entier. La Révolution américaine avait commencé. La Révolution américaine. Le 19 avril 1775, dans les champs de Lexington et Concord, dans le Massachusetts, on entendit le coup de feu qui alluma la mèche d'une révolution sans précédent. Des miliciens coloniaux, rassemblés précipitamment après avoir reçu l'alerte de l'avancée britannique, affrontèrent des soldats entraînés du plus puissant empire du monde. Bien que les Britanniques aient réussi à atteindre Concord, ils furent harcelés lors de leur retraite vers Boston par des colons tirant depuis les bois et les murs de pierre. Le conflit n'était plus une question diplomatique, la guerre avait commencé. Les colonies répondirent en se réunissant de nouveau à Philadelphie. Le second congrès continental, dirigé par des figures telles que John Adams, Samuel Adams et Thomas Jefferson, prit le rôle de gouvernement provisoire. Là, il fut décidé de former une armée continentale et de nommer George Washington comme commandant en chef, un planteur de Virginie avec une expérience militaire et une réputation d'intégrité. Washington arriva à Boston en juillet 1775 pour trouver une armée improvisée, sans uniforme ni discipline, bloquant la ville assiégée par les forces britanniques. Avant son arrivée, la bataille de Bunker Hill avait montré à la fois la détermination coloniale et la puissance de l'armée britannique. Le 17 juin, les colons fortifièrent une colline proche de Boston. Les Britanniques lancèrent 3 attaques frontales. Les 2 premières furent repoussées par un feu nourri. Ce n'est que lorsque les colons manquèrent de munitions que les Britanniques prirent la position au prix de centaines de pertes. La bataille ne fut pas une victoire militaire pour les colons, mais elle montra qu'ils pouvaient affronter face à face les soldats du roi. Alors que le conflit s'intensifiait dans le nord, les colons tentèrent de gagner la faveur du Canada en envahissant le Québec. L'attaque de décembre 1775, menée par Benedict Arnold et Richard Montgomery, échoua sous une tempête de neige. Sans le soutien canadien, les colonies devraient affronter l'Angleterre seules, du moins temporairement. En 1776, le climat politique avait changé. La guerre n'était plus seulement menée pour des droits, mais pour l'indépendance. Cette année-là, le pamphlet Common Sense, écrit par Thomas Paine, circula dans les colonies en argumentant qu'il était absurde qu'un continent obéisse à une île et que la monarchie était une institution corrompue. Le 4 juillet 1776, le Congrès adopta la Déclaration d'indépendance, rédigée principalement par Thomas Jefferson. Le document proclamait que tous les hommes étaient créés égaux et possédaient des droits inaliénables, parmi lesquels la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Il déclarait que le roi George III avait violé ces droits et que les colonies avaient le droit de se séparer. Par cet acte, les colons n'étaient plus des sujets rebelles, mais une nation naissante luttant pour son existence. La réaction britannique fut immédiate. Cet été-là, l'une des plus grandes flottes de l'histoire traversa l'Atlantique. Le général William Howe débarqua à New York avec des dizaines de milliers de soldats, des mercenaires allemands et des navires de guerre.
Washington tenta de défendre la ville, mais il fut dépassé en nombre et obligé de se retirer. Commença une série de défaites qui mirent la Révolution en danger. Les Britanniques prirent New York, le New Jersey, et menacèrent de capturer l'armée continentale. Washington, poursuivi et au bord de l'effondrement, traversa le fleuve Delaware lors d'une nuit glaciale du 25 décembre 1776. À l'aube, il attaqua par surprise les troupes essoises à Trenton, remportant une victoire inattendue. Quelques jours plus tard, il battit les Britanniques à Princeton. Ces victoires ravivèrent le moral colonial. En 1777, l'armée britannique élabora un plan pour couper en deux les colonies, contrôlant la vallée de l'Hudson. Le général John Burgoyne descendit depuis le Canada avec une armée bien équipée. Mais son avance fut lente et les colons détruisirent ponts et forêts pour le retarder. À Saratoga, New York, l'armée continentale, soutenue par des milices locales, encercla et vainquit Burgoyne en octobre 1777. Ce fut la première grande victoire stratégique de la guerre et cela changea le cours du conflit. La France, ennemie de l'Angleterre depuis des siècles, décida de reconnaître les États-Unis et signa une alliance militaire avec eux en 1778. La guerre devint un conflit mondial. Alors que les Britanniques se repliaient du nord, ils déplacèrent la guerre vers le sud, espérant le soutien des loyalistes. Ils capturèrent Savannah en 1778 et Charleston en 1780. Sur ce front apparurent des héros inattendus comme Francis Marion, connu sous le nom de Renard des Marais, qui utilisait des tactiques de guérilla contre les colonnes britanniques. Benedict Arnold, mécontent de ne pas recevoir de reconnaissance, trahit la cause et complota pour livrer West Point aux Britanniques, mais fut découvert avant de réussir son plan. Dans le nord, Washington résistait avec une armée affaiblie par la faim et les maladies à Valley Forge durant l'hiver 1777-78. Mais l'entraînement dispensé par le baron prussien Friedrich von Steuben transforma l'armée continentale en une force disciplinée. L'Alliance française apporta des navires, des soldats et des ressources. Le conflit s'étendit aux Caraïbes, en Afrique et en Inde, dispersant les forces britanniques. Le dénouement arriva en 1781 lorsque le général britannique Charles Cornwallis établit sa base à Yorktown, Virginie. Washington, avec le général français Rochambeau, marcha rapidement de New York vers le sud. En même temps, la flotte française, sous l'amiral de Grasse, bloqua la baie de Chesapeake, empêchant l'évacuation britannique. Cornwallis fut piégé. Après des semaines de siège, il se rendit le 19 octobre 1781. Ce fut le coup décisif. Bien que la guerre continuât brièvement en haute mer et dans certaines colonies, la défaite de Yorktown convainquit le Parlement britannique de négocier. En 1783, le traité de Paris reconnut l'indépendance des États-Unis, fixa leurs frontières jusqu'au fleuve Mississippi et marqua la fin de la domination britannique sur les 13 colonies. La naissance d'une république. L'indépendance avait été acquise au prix d'énormes sacrifices, mais lorsque le dernier régiment britannique quitta New York en 1783, les États-Unis n'étaient pas une nation consolidée. Ils étaient 13 entités souveraines, unies faiblement par les articles de la Confédération, un document qui établissait un gouvernement faible, sans pouvoir de lever des impôts ni de réguler le commerce. Le Congrès continental pouvait déclarer la guerre ou signer des traités, mais ne pouvait pas obliger les États à obéir ni garantir l'application de ces lois. La guerre avait laissé le pays endetté, sans armée permanente et avec des conflits frontaliers avec les Britanniques et les Espagnols. Les tensions internes commencèrent à croître, révélant que l'indépendance politique ne garantissait pas la stabilité. L'exemple le plus dramatique de cette fragilité se produisit en 1786 avec la rébellion de Shays. Dans le Massachusetts, des fermiers vétérans de la guerre, endettés et menacés de perdre leurs terres, se levèrent en armes contre les tribunaux locaux. Daniel Shays, un ancien capitaine de l'armée continentale, dirigea les insurgés. Le gouvernement de l'État réussit à peine à contenir la rébellion. Pour de nombreux dirigeants, cet événement démontra que le pays était au bord de l'effondrement et avait besoin d'un gouvernement central fort capable de maintenir l'ordre et de protéger la propriété. Conscient du danger, le Congrès convoqua une convention à Philadelphie pour réviser les articles de la Confédération. Ce qui commença comme une réunion pour réformer le système existant se transforma rapidement en une assemblée révolutionnaire.
En mai 1787, des délégués de 12 États se réunirent à l'Independence Hall. Parmi eux se trouvaient des figures fondamentales, George Washington, élu président de la Convention, Benjamin Franklin, âgé de plus de 80 ans, symbole vivant de l'esprit révolutionnaire, James Madison, qui prit méticuleusement les notes des débats et serait connu comme le père de la Constitution, et Alexander Hamilton, fervent défenseur d'un gouvernement central fort. Les débats furent intenses. Certains délégués voulaient une république fédérale, d'autres proposaient une démocratie directe, et certains craignaient qu'un gouvernement central ne se transforme en une nouvelle tyrannie. On envisagea la création d'un exécutif unipersonnel, une nouveauté risquée, car elle évoquait la figure du roi. La représentation des États fut également discutée. Les grands voulaient une représentation proportionnelle, les petits exigeaient l'égalité. Le compromis résultant fut l'établissement d'un congrès bicaméral, une chambre des représentants basée sur la population et un Sénat, où chaque État aurait 2 représentants. La figure du président fut également créée, élu indirectement par un collège électoral. L'un des sujets les plus délicats fut l'esclavage. Les États du Sud, dont l'économie dépendait des esclaves, exigèrent que la population esclave compte partiellement pour déterminer la représentation. La fameuse clause des 3/5 fut adoptée, établissant que chaque esclave compterait pour 3/5 d'une personne à des fins de représentation fiscale et législative. Ce compromis, bien que pragmatique, révélait une profonde contradiction dans les principes de liberté proclamés par la nouvelle nation. Le 17 septembre 1787, après des mois de délibération à huis clos, la Convention approuva la nouvelle Constitution. Le document établissait un gouvernement fédéral avec des pouvoirs répartis entre 3 branches, législative, exécutive et judiciaire. Il incluait des mécanismes de contrôle et d'équilibre pour éviter la concentration du pouvoir. Mais il devait encore être ratifié par au moins 9 États pour entrer en vigueur. Une bataille politique commença alors. Les fédéralistes, dirigés par Hamilton, Madison et John Jay, rédigèrent une série d'essais connus sous le nom de The Federalist Papers, où ils défendaient la Constitution et soutenaient qu'un gouvernement fort seul pouvait préserver la liberté. Les antifédéralistes craignaient que le nouveau gouvernement n'écrase les droits des États et des citoyens. Finalement, les États commencèrent à ratifier la Constitution, exigeant en échange l'inclusion d'une déclaration des droits protégeant les libertés individuelles, telles que la liberté de la presse, de religion et le droit à un procès équitable. En 1788, la Constitution fut ratifiée par les 9 États nécessaires et entra en vigueur. En 1789, le nouveau gouvernement fut mis en place. Le Congrès se réunit pour la première fois à New York, capitale temporaire du pays. George Washington fut élu à l'unanimité premier président des États-Unis. Sa figure apportait légitimité et calme. Il prêta serment sur le balcon du Federal Hall, tandis que des milliers de citoyens observaient en silence respectueux. Washington forma le premier cabinet présidentiel, nommant Alexander Hamilton secrétaire au Trésor, Thomas Jefferson secrétaire d'État, Henry Knox secrétaire à la guerre et Edmund Randolph procureur général. Hamilton élabora un plan pour stabiliser l'économie nationale. Il proposa que le gouvernement fédéral assume les dettes des États, crée une banque nationale et encourage l'industrie. Jefferson défendait une république agricole décentralisée, craignant qu'un gouvernement fort ne devienne une élite aristocratique. Ces différences donnèrent naissance au premier parti politique, les fédéralistes, dirigés par Hamilton, et les républicains démocrates, dirigés par Jefferson. Washington affronta des défis internes tels que la rébellion du whisky en 1794, lorsque des paysans de Pennsylvanie se soulevèrent contre un impôt fédéral. Washington mobilisa des troupes et marcha personnellement pour réprimer la révolte, démontrant que le nouveau gouvernement avait l'autorité pour imposer ses lois. Sur le plan extérieur, le pays resta neutre face aux guerres européennes, notamment la Révolution française. Washington avertit dans son discours d'adieu contre les partis politiques et les alliances étrangères permanentes. En 1796, pour la première fois dans l'histoire, un chef d'État renonça volontairement au pouvoir. John Adams fut élu 2e président. Son mandat fut marqué par des conflits diplomatiques avec la France, ce qui conduisit à l'adoption de lois controversées telles que les actes d'étrangers et de sédition. En 1800, Thomas Jefferson,
remporta les élections. Ce fut la première transition pacifique du pouvoir entre partis rivaux dans l'histoire moderne. L'expansion vers l'Ouest est la destinée manifeste. Au début du XIXe siècle, les États-Unis étaient une jeune nation tournée vers l'horizon. Leurs frontières restaient floues, leurs habitants dépassaient à peine les 5 millions, et au-delà des monts Appalaches s'étendait un territoire vaste, inconnu et sauvage. L'idée que le peuple américain était destiné à occuper le continent d'un océan à l'autre commença à croître comme une conviction quasi religieuse. Cette doctrine, connue plus tard sous le nom de « destinée manifeste », affirmait que l'expansion n'était pas seulement inévitable, mais moralement juste, un mandat divin justifiant la conquête des terres et le déplacement des peuples autochtones. La frontière occidentale devint le symbole de l'avenir national. Le premier grand pas de cette expansion eut lieu en 1803, sous la présidence de Thomas Jefferson. La France, dirigée par Napoléon Bonaparte, avait besoin de fonds pour ses guerres en Europe et proposa aux États-Unis l'achat du vaste territoire de la Louisiane. En échange de 15 millions de dollars, les États-Unis acquirent plus de 2 millions de kilomètres carrés, doublant ainsi leur superficie. Cet achat, connu sous le nom d'achat de la Louisiane, transforma les États-Unis en une puissance continentale. Conscient de l'impact historique, Jefferson envoya une expédition pour explorer le nouveau territoire. En 1804, Meriwether Lewis et William Clark partirent de Saint-Louis avec un groupe de 33 hommes. Ils naviguèrent sur le Missouri, traversèrent des plaines infinies, des montagnes imposantes et des territoires autochtones d'une grande diversité. Avec l'aide d'une jeune Shoshone nommée Sacagawea, ils établirent des contacts pacifiques avec plusieurs tribus et, en 1805, atteignirent enfin l'océan Pacifique. Leur voyage révéla l'immensité du continent et éveilla le désir de millions de colons de chercher fortune à l'ouest. L'expansion ne fut pas pacifique. À mesure que les colons avançaient, ils déplaçaient les nations autochtones qui habitaient ces territoires depuis des siècles. Le président Andrew Jackson promulgua en 1830 la loi sur le déplacement des Indiens qui autorisait le gouvernement fédéral à relocaliser de force les tribus à l'ouest du Mississippi. Des milliers de Cherokees, Creeks, Choctaws et Séminoles furent contraints d'abandonner leur foyer dans ce qui est connu sous le nom de la piste des larmes. Ils moururent de faim, de froid et de maladie pendant leur transfert vers des réserves en Oklahoma. Les terres qui leur appartenaient autrefois devinrent des plantations de coton et des fermes de colons blancs. Pendant ce temps, l'Ouest devenait synonyme d'opportunité et de danger. Des pionniers voyageaient en caravane de chariots le long de la piste de l'Oregon, traversant déserts, montagnes enneigées et vastes prairies où les bisons couvraient l'horizon. Les cabanes en bois et les petites villages cédèrent la place à des villes improvisées, où la loi était souvent remplacée par le revolver. Ainsi commença l'ère du Far West, un territoire de trappeurs, de commerçants, de missionnaires et de hors-la-loi où chaque jour pouvait signifier la richesse ou la mort violente. L'expansion prit un caractère belliqueux avec le cas du Texas. Dans les années 1820, le Mexique, récemment indépendant de l'Espagne, invita des colons américains à peupler la région du Texas. Cependant, les tensions augmentèrent lorsque les Mexicains interdirent l'esclavage et que les colons refusèrent d'obéir aux lois. En 1836, le Texas déclara son indépendance après des événements dramatiques tels que la bataille de l'Alamo, où 187 défenseurs, dont Davy Crockett et Jim Bowie, résistèrent jusqu'à la mort face aux troupes du général Santa Anna. Après plusieurs batailles, le Texas remporta la victoire sous le commandement de Sam Houston et devint une république indépendante. En 1845, le Texas fut annexé aux États-Unis, ce qui provoqua la guerre avec le Mexique. Le président James K. Polk, fervent partisan de la destinée manifeste, envoya des troupes au sud du fleuve Nueces, territoire disputé. En 1846, le Mexique répondit en attaquant les forces américaines, déclenchant la guerre. Les troupes commandées par Zachary Taylor et Winfield Scott avancèrent depuis le nord et l'est, conquirent Monterrey, Veracruz et finalement Mexico en 1847. Au légendaire château de Chapultepec, les cadets mexicains résistèrent jusqu'à la fin. La guerre se termina par le traité de Guadalupe Hidalgo en 1848.
par lequel le Mexique céda la Californie, le Nouveau-Mexique, l'Arizona, le Nevada, l'Utah et une partie du Colorado. Cette même année, un événement extraordinaire secoua le territoire nouvellement acquis. On découvrit de l'or à Sutter's Mill en Californie. La nouvelle se propagea à une vitesse vertigineuse. Des milliers d'aventuriers du monde entier, appelés les 49ers, arrivèrent par mer et par terre dans l'espoir de faire fortune. Des camps miniers surgirent en quelques jours, se transformant en villes improvisées pleines de boutiques, de saloons, de tavernes et de maisons de jeu. Le chaos et la richesse soudaine définissaient cette nouvelle frontière. Les routes vers la Californie se remplirent de chariots, de mules et de navires partant de New York jusqu'à Panama. La ruée vers l'or accéléra l'intégration de l'Ouest dans la nation. L'esclavage et les tensions qui divisent le pays. Au milieu du 19e siècle, les États-Unis s'étendaient déjà sur un vaste territoire d'un océan à l'autre, mais sous la surface de cet expansionnisme triomphant battait une fracture profonde. Le pays était divisé en deux mondes irréconciliables. Au sud, l'esclavage constituait l'axe économique et social. Des millions d'Africains et de descendants d'Africains travaillaient dans des plantations de coton, de tabac et de riz dans des conditions brutales. Les propriétaires terriens du Sud affirmaient que l'esclavage était une institution naturelle et biblique garantissant la prospérité du pays. Au nord, une économie industrielle en pleine croissance se développait sans main-d'œuvre esclave, attirant des immigrants européens et promouvant une vision du travail libre et salarié, liée à la mobilité sociale et aux progrès individuels. La nation grandissait, mais dans des directions opposées. L'expansion vers l'ouest intensifia le conflit. Chaque nouveau territoire intégré au pays représentait un dilemme. Serait-il libre ou esclavagiste ? L'équilibre politique en dépendait. En 1850, le Congrès adopta le compromis de 1850 pour éviter une crise nationale. La Californie fut admise comme État libre, tandis que le Texas, le Nouveau-Mexique et l'Utah auraient la liberté de décider de l'esclavage par vote populaire. De plus, une disposition provoqua la colère du Nord, la loi sur les esclaves fugitifs. Cette loi obligeait les citoyens du Nord à capturer et à renvoyer les esclaves évadés, même s'ils se trouvaient en territoire libre. Les fugitifs ne pouvaient pas témoigner pour leur défense et étaient renvoyés au Sud sans procès. Les tribunaux fédéraux devinrent des instruments de chasse à l'homme. Le Nord réagit avec indignation. Des communautés entières commencèrent à organiser des réseaux clandestins connus sous le nom de chemins de fer souterrains, où des abolitionnistes blancs et noirs aidaient les esclaves à fuir vers le Canada. Une femme noire affranchie nommée Harriet Tubman devint une légende en dirigeant à plusieurs reprises des missions de sauvetage sous le couvert de la nuit. La morale du pays se polarisait. En 1852, l'écrivaine Harriet Beecher Stowe publia La case de l'oncle Tom, un roman décrivant les atrocités de l'esclavage. Le livre se vendit à des centaines de milliers d'exemplaires et raviva le sentiment anti-esclavagiste dans le Nord. Le Sud réagit avec fureur, accusant Stowe de falsifier la réalité. La parole écrite était entrée dans la guerre politique. En 1854, le conflit atteignit un nouveau niveau lorsque le sénateur Stephen Douglas promut la loi Kansas-Nebraska. Cette loi annulait le compromis du Missouri de 1820 qui interdisait l'esclavage dans les territoires de l'Ouest. Désormais, les territoires du Kansas et du Nebraska décideraient par vote populaire s'ils autorisaient l'esclavage. La frontière devint un champ de bataille. Des colons pro-esclavagistes et anti-esclavagistes arrivèrent armés des deux côtés. La violence éclata en 1856 dans l'épisode connu sous le nom de Bleeding Kansas. Des villages furent incendiés, des maisons pillées et des hommes assassinés pour défendre une cause ou l'autre. L'abolitionniste John Brown, convaincu que Dieu l'avait appelé à détruire l'esclavage, mena des attaques sanglantes contre les colons esclavagistes. Le Congrès devint un théâtre d'hostilité ouverte. La même année, le sénateur Charles Sumner fut brutalement frappé à coups de canne par un représentant du Sud après un discours contre l'esclavage. Le climat politique était aussi corrompu que le social. Les anciens partis ont commencé à s'effondrer. Le parti Whig s'est complètement fracturé. À sa place, une nouvelle force politique a émergé en 1854, le Parti républicain. Né dans le seul but d'arrêter l'expansion de l'esclavage vers les territoires de l'Ouest, il a attiré des abolitionnistes, des entrepreneurs du Nord et des fermiers libres.
Parmi ses rangs a émergé un avocat de l'Illinois à la voix grave et aux arguments percutants, Abraham Lincoln. Bien qu'inconnu au niveau national, Lincoln est devenu célèbre pour ses débats publics avec Stephen Douglas, défendant l'idée qu'une nation ne pouvait pas survivre à moitié esclave et à moitié libre. Il ne réclamait pas l'abolition immédiate dans le Sud, mais bien la fin de son expansion. Cette position a déclenché des alertes dans les États esclavagistes. En 1857, la Cour suprême a rendu l'arrêt Dred Scott contre Sandford, déclarant que les Afro-Américains, libres ou esclaves, n'étaient pas des citoyens et n'avaient pas le droit de porter plainte devant les tribunaux. De plus, la Cour a affirmé que le Congrès n'avait pas l'autorité pour interdire l'esclavage dans les territoires. Loin de résoudre le conflit, l'arrêt a approfondi le fossé. Le Nord l'a considéré comme une conspiration de l'élite esclavagiste pour légaliser l'esclavage dans tout le pays. La tension a atteint son point le plus dangereux en 1859, lorsque John Brown a tenté de déclencher une insurrection armée à Harper's Ferry, en Virginie. Son plan était de capturer un arsenal fédéral, d'armer les esclaves et de provoquer une rébellion générale. L'opération a échoué. Brown a été capturé, jugé et exécuté pour trahison. Ses dernières paroles sont devenues un appel au conflit inévitable. Dans le Nord, il a été considéré comme un martyr. Dans le Sud, comme un symbole du fanatisme qui menaçait leur mode de vie. En 1860, le Parti républicain a nommé Abraham Lincoln candidat à la présidence. Sa plateforme rejetait l'expansion de l'esclavage, défendait les droits des États libres et promouvait la construction de chemins de fer et la colonisation de l'Ouest par des travailleurs libres. Lincoln a remporté les élections sans obtenir un seul vote dans les États du Sud. Pour les dirigeants du Sud, son élection a été le signal que l'équilibre politique était arrivé à sa fin. Avant même que Lincoln ne prenne ses fonctions, la Caroline du Sud a tenu une convention et a déclaré sa sécession de l'Union le 20 décembre 1860. Bientôt le Mississippi, la Floride, l'Alabama, la Géorgie, la Louisiane et le Texas ont suivi. Le pays était au bord du gouffre. Le serment présidentiel n'avait pas encore été prononcé et l'Union commençait à se briser. La guerre civile, frère contre frère. Le 4 février 1861, des délégués de 7 États du Sud se réunirent à Montgomery, en Alabama, pour fonder les États confédérés d'Amérique. Ils élurent Jefferson Davis président et rédigèrent une constitution presque identique à celle des États-Unis, à une différence cruciale près. L'esclavage était explicitement protégé en tant que droit fondamental. Le pays n'était plus une nation, mais deux entités opposées avec des visions divergentes sur la liberté, le pouvoir fédéral et l'avenir du continent. Alors que dans le Nord prévalait l'idée de préserver l'Union à tout prix, le Sud se battait pour ce qu'il considérait comme son indépendance légitime. Chaque camp se préparait à ce que beaucoup pensaient être une guerre brève. Ils ne savaient pas que le conflit le plus meurtrier de l'histoire américaine approchait. L'étincelle finale s'alluma à Fort Sumter, une forteresse fédérale située dans la baie de Charleston, en Caroline du Sud. Le 12 avril 1861, les troupes confédérées ouvrirent le feu sur la garnison, la forçant à se rendre. La nouvelle se répandit dans tout le pays. Dans le Nord, le président Abraham Lincoln fit appel à 75 000 volontaires pour réprimer la rébellion. Dans le Sud, 4 États encore membres de l'Union, Virginie, Arkansas, Tennessee et Caroline du Nord, rejoignirent la Confédération, considérant l'appel de Lincoln comme un acte d'agression. La nation se divisa irréversiblement. Dans les familles, des frères prenaient les armes dans des camps opposés. Dans les villages, les voisins se surveillaient avec suspicion et dans les églises, les prières étaient adressées au même Dieu depuis des tranchées ennemies. La première grande bataille eut lieu le 21 juillet 1861 à Bull Run, en Virginie, près d'un ruisseau connu sous le nom de Manassas. Des milliers de spectateurs vinrent de Washington avec des couvertures et des paniers de pique-nique pour assister à ce qu'ils croyaient être une démonstration rapide de la puissance de l'Union. Mais l'armée confédérée, sous le commandement de généraux tels que Thomas Stonewall Jackson, résista avec détermination. La bataille dégénéra en chaos sanglant. Les soldats de l'Union commencèrent à fuir en désordre. La guerre ne serait ni courte ni glorieuse. Le Nord possédait des avantages industriels, des usines, des chemins de fer, une marine puissante et une population supérieure.
Le Sud dépendait du coton et de sa capacité à résister, espérant le soutien diplomatique de l'Angleterre et de la France, qui avaient besoin du coton pour leurs industries textiles. Cependant, ces puissances ne reconnurent jamais officiellement la Confédération. Au fur et à mesure que la guerre avançait, la supériorité industrielle du Nord devint décisive. Lincoln imposa un blocus naval pour couper le commerce du Sud, tandis que le général Ulysses S. Grant émergeait comme une figure clé sur le front occidental, capturant des forteresses le long du fleuve Mississippi. En 1862, la guerre entra dans une phase brutale. La bataille de Shiloh dans le Tennessee laissa plus de 23 000 pertes en 2 jours. En Virginie, le général confédéré Robert E. Lee prit le commandement de l'armée du Nord de Virginie et commença une série de campagnes audacieuses. Il battit à plusieurs reprises des forces supérieures grâce à des manœuvres rapides et des offensives surprises. Mais son offensive vers le nord fut arrêtée en septembre 1862 à Antietam, dans le Maryland. Ce fut la bataille la plus sanglante en une seule journée de l'histoire du pays, avec plus de 22 000 morts et blessés. Bien que ce ne fut pas une victoire claire pour l'Union, Lee se retira, ce qui permit à Lincoln de prendre une décision décisive. Le 1er janvier 1863, Lincoln émit la proclamation d'émancipation. Il déclara libres tous les esclaves des territoires rebelles. Bien qu'il ne libéra pas les esclaves des États frontaliers loyaux à l'Union, il transforma la guerre en une lutte morale pour la liberté. L'esclavage n'était plus seulement le contexte du conflit, il en devint le centre. Des milliers d'Afro-Américains fuirent vers les lignes du Nord et plus de 180 000 s'enrôlèrent dans l'armée de l'Union, combattant pour leur liberté et celle de leur peuple. Le Sud résistait, mais ses ressources diminuaient. Grant prit Vicksburg en juillet 1863, divisant la Confédération en 2 en contrôlant le fleuve Mississippi. Presque simultanément, Lee lança une nouvelle offensive vers le nord et rencontra l'armée de l'Union commandée par George Meade à Gettysburg, en Pennsylvanie. Pendant 3 jours, du 1er au 3e juillet, la bataille se déroula colline par colline, champ par champ. Le 3e jour, Lee ordonna une attaque frontale connue sous le nom de charge de Piquette. Des milliers de soldats traversèrent un champ ouvert sous le feu de l'artillerie et des fusils. La charge fut un désastre. L'armée confédérée se retira, vaincue. Gettysburg marqua le tournant de la guerre. Alors que Grant poursuivait son avance depuis l'ouest, le général William Tecumseh Sherman entreprit une campagne dévastatrice depuis Atlanta jusqu'à l'océan Atlantique, incendiant des villes, détruisant des voies ferrées et confisquant des fournitures. Sa stratégie de « guerre totale » visait à briser la volonté du Sud en attaquant non seulement les armées confédérées, mais aussi leurs infrastructures civiles. Des villages entiers disparurent sous le feu de la guerre. Le moral du Sud commença à s'effondrer. En 1865, les forces de Grant avancèrent vers Richmond, la capitale confédérée. Lee, dépassé en nombre et sans fourniture, se retira vers l'ouest, essayant de rassembler ses troupes. Le 9 avril 1865, dans le village d'Appomattox Courthouse, Lee rencontra Grant. Les 2 généraux, conscients de l'importance historique du moment, échangèrent des gestes de respect. Lee signa la reddition. Selon les termes, les officiers confédérés pouvaient conserver leurs épées et les soldats rentraient chez eux. L'armée confédérée se dissout. La guerre avait pris fin militairement. Quelques jours plus tard, le 14 avril 1865, Abraham Lincoln assista à une pièce de théâtre au Ford Theatre, à Washington, D.C. Pendant la représentation, l'acteur et sympathisant confédéré John Wilkes Booth entra dans la loge présidentielle et tira sur Lincoln à la tête. Le président fut transporté inconscient dans une maison voisine où il mourut à l'aube du lendemain. La reconstruction et l'ère industrielle. La guerre civile a laissé les États-Unis en ruine. Les villes du Sud brûlaient en cendres, les champs étaient dévastés et plus de 600 000 personnes étaient mortes. Les anciennes plantations étaient abandonnées, les esclaves libérés erraient sans domicile ni ressources et les chemins de fer détruits empêchaient le transport des biens. Le Nord, bien que victorieux, faisait face au défi de réunifier un pays fracturé et de guérir les profondes blessures ouvertes par le conflit. Le président Andrew Johnson, successeur de Lincoln, a mis en œuvre une politique de reconstruction clémente envers les États du Sud, permettant à de nombreux anciens confédérés de retourner rapidement à des postes de pouvoir.
Mais le Congrès, dominé par des républicains radicaux, a promu des mesures plus sévères. Entre 1865 et 1870, 3 amendements fondamentaux à la Constitution ont été adoptés. Le 13e a aboli l'esclavage. Le 14e a accordé la citoyenneté à toutes les personnes nées aux États-Unis et a interdit aux États de nier le processus légal. Le 15e a reconnu le droit de vote aux hommes afro-américains. Pendant une brève période, des gouvernements d'État biraciaux ont été établis dans le Sud avec des représentants noirs occupant des fonctions publiques pour la première fois. Les troupes fédérales supervisaient le respect des nouvelles lois. Cependant, la résistance blanche fut immédiate. Des groupes clandestins comme le Ku Klux Klan ont émergé, utilisant la violence et la terreur pour intimider les Afro-Américains et empêcher leur participation politique. Les lynchages, les incendies d'églises et les attaques nocturnes sont devenus partie du paysage du Sud. Alors que le Sud luttait pour redéfinir sa structure sociale, le Nord se transformait rapidement. L'industrialisation avançait à grands pas. Les machines remplacèrent le travail manuel et les chemins de fer reliaient des régions entières. La construction du chemin de fer transcontinental achevé en 1869 a relié physiquement l'Atlantique au Pacifique. Des trains chargés de charbon, d'acier et de bois parcouraient des milliers de milles, stimulant la croissance de villes comme Chicago, Denver et San Francisco. Le commerce s'est multiplié. Les paysans pouvaient envoyer leurs produits vers des marchés lointains et les usines du Nord obtenaient des matières premières des coins les plus reculés du pays. Cette période a marqué la naissance du capitalisme moderne américain. Des magnats industriels, connus sous le nom de barons voleurs, ont construit des empires à une vitesse vertigineuse. Cornelius Vanderbilt dominait les chemins de fer. Andrew Carnegie contrôlait l'acier avec sa méthode révolutionnaire de production de masse. John D. Rockefeller a créé la Standard Oil Company et a monopolisé l'industrie pétrolière. Ces personnalités sont devenues les hommes les plus riches du pays et symbolisaient à la fois la promesse du progrès et ses excès. Pour de nombreux immigrants et travailleurs pauvres, elles représentaient la concentration du pouvoir économique entre quelques mains. Les villes ont rapidement grandi. Des millions d'immigrants européens sont arrivés en quête d'opportunités, fuyant la pauvreté ou les persécutions. New York, Boston et Philadelphie sont devenus des centres cosmopolites où l'on entendait des dizaines de langues. Les quartiers ouvriers se développaient autour des usines, avec des logements surpeuplés et des conditions insalubres. Dans les rues coexistaient vendeurs, enfants, travailleurs, femmes cousant dans des ateliers clandestins et entrepreneurs construisant des gratte-ciel. Le contraste entre la richesse éblouissante de la 5e avenue et la misère des quartiers pauvres illustrait les tensions d'une nation en rapide transformation. Dans le Sud, après le retrait des troupes fédérales en 1877, une nouvelle ère marquée par la suprématie blanche a commencé. Les gouvernements des États ont imposé des lois connues sous le nom de Jim Crow, qui légalisaient la ségrégation raciale. Les Afro-Américains ont été exclus des écoles, hôpitaux, transports et espaces publics. Les lois électorales incluaient des taxes et des tests d'alphabétisation conçus spécifiquement pour empêcher les Noirs de voter. La promesse de liberté proclamée après la guerre s'est estompée face à un système qui perpétuait l'inégalité. Malgré cela, les communautés afro-américaines ont commencé à construire leurs propres écoles, églises et commerces, créant des réseaux de soutien qui leur ont permis de résister culturellement. Pendant ce temps, à l'Ouest, les peuples autochtones faisaient face à l'avancée implacable des colons et de l'armée américaine. Le massacre de Sand Creek en 1864, les guerres Sioux et la défaite du général Custer à Little Bighorn en 1876 ont marqué une série d'affrontements violents. Le gouvernement fédéral a forcé les tribus à se déplacer vers des réserves. Le bison, principale source de nourriture et de culture pour de nombreuses nations indigènes, a été chassé massivement jusqu'à presque disparaître. L'expansion industrielle transformait non seulement l'économie, mais aussi le paysage humain du continent. Le progrès technologique semblait imparable. Alexander Graham Bell a inventé le téléphone en 1876. Thomas Edison a développé l'ampoule électrique, les phonographes et les centrales électriques. Les nuits des villes ont commencé à s'illuminer artificiellement, étendant l'activité commerciale jusqu'à des heures impensables. Le télégraphe a accéléré la communication, connectant les marchés financiers d'une côte à l'autre. Les usines produisaient tissus, machines agricoles et armements avec une efficacité jamais vue.
Les États-Unis cessaient d'être une nation rurale pour devenir une puissance industrielle. Cette croissance a également donné naissance à des mouvements ouvriers. Les longues journées, les bas salaires et l'exploitation des enfants ont provoqué des grèves et des manifestations. En 1886, à Chicago, une manifestation sur la place Haymarket s'est terminée par la violence après l'explosion d'une bombe, entraînant une répression massive contre les syndicats. La lutte pour les droits des travailleurs commençait à prendre forme. Les tensions sociales augmentaient au même rythme que la richesse nationale. La décennie 1890 a marqué la consolidation du pouvoir industriel américain. Des villes comme Pittsburgh sont devenues des centres sidérurgiques. Detroit commençait à se profiler comme ville de fabrication mécanique et New York émergeait comme capitale financière. La nation n'était plus la république agricole rêvée par les pères fondateurs, mais une machine économique propulsée par les usines, le capital et une population ouvrière en croissance constante, tandis que les séquelles de la guerre civile restaient présentes dans chaque recoin du Sud. L'émergence du pouvoir américain. À la fin du XIXe siècle, les États-Unis avaient cessé d'être une nation centrée uniquement sur leur propre territoire. Les usines produisaient plus que ce que le marché intérieur pouvait consommer. Les chemins de fer atteignaient tous les coins du pays, et les entreprises croissaient avec une ambition qui dépassait les frontières. C'était le moment de se projeter à l'extérieur. La population commençait à percevoir que le destin de la nation n'était plus de conquérir des terres à l'intérieur du continent, mais d'étendre son influence sur les mers et les continents lointains. Les idées du destin manifeste évoluaient vers un nouveau credo. Les États-Unis étaient appelés à diriger l'hémisphère occidental et à rivaliser avec les empires européens pour la domination mondiale. Le scénario décisif de ce changement fut les Caraïbes. À Cuba, colonie espagnole depuis 4 siècles, une insurrection indépendantiste éclata en 1895. Les nouvelles des atrocités commises par les autorités espagnoles circulèrent largement dans la presse américaine, qui utilisa le sensationnalisme pour attiser l'indignation publique. Des journaux appartenant à William Randolph Hearst et Joseph Pulitzer diffusèrent des titres choquants et des récits dramatiques, générant un climat de ferveur patriotique et de sympathie envers les rebelles cubains. La tension atteignit son point critique lorsque, le 15 février 1898, le cuirassé américain USS Maine, ancré dans le port de la Havane, explosa mystérieusement. Bien que la responsabilité espagnole ne fût jamais prouvée, le mot d'ordre « Remember the Maine, to hell with Spain » devint un cri de guerre. Le Congrès déclara la guerre à l'Espagne en avril 1898. Les États-Unis, qui n'avaient jamais mené de conflit hors de leur territoire continental, envoyèrent des troupes à Cuba et une flotte dans le Pacifique. L'amiral George Dewey attaqua l'escadre espagnole dans la baie de Manille, aux Philippines, la détruisant en quelques heures. Dans les Caraïbes, les troupes américaines, accompagnées de volontaires comme les Rough Riders, dirigés par Theodore Roosevelt, débarquèrent à Cuba et prirent la colline de San Juan. La guerre fut brève. En moins de 4 mois, l'Empire espagnol s'effondra. Le traité de Paris de 1898 accorda aux États-Unis le contrôle de Porto Rico, Guam et des Philippines, tandis que Cuba resta sous tutelle américaine, bien que nominalement indépendante. Ce moment marqua la naissance de l'impérialisme américain. Pour la première fois, les États-Unis gouvernèrent des territoires d'outre-mer. Aux Philippines, une guerre de résistance menée par Emilio Aguinaldo éclata, réprimée après des années de combats sanglants. À Porto Rico, une administration civile fut instaurée sous contrôle direct de Washington. Guam devint une base stratégique dans le Pacifique. Au lieu de se retirer après la guerre, les États-Unis maintinrent leur présence, justifiant leur rôle de puissance civilisatrice et de défenseur de l'ordre. Cette expansion révélait que le pays ne concevait plus sa mission uniquement en termes continentaux. La politique étrangère prit une nouvelle direction sous la présidence de Theodore Roosevelt. Inspiré par la doctrine Monroe, qui proclamait depuis 1823 que l'Amérique était une sphère d'influence exclusivement américaine, Roosevelt ajouta en 1904 son célèbre corollaire, connu sous le nom de politique du « gros bâton ». Les États-Unis s'arrogeaient le droit d'intervenir en Amérique latine pour prévenir l'instabilité ou les menaces étrangères. « Parle doucement et porte un gros bâton », disait Roosevelt, annonçant que la diplomatie américaine serait soutenue par la puissance militaire.
Cette politique conduisit à des interventions en République dominicaine, au Nicaragua et en Haïti, établissant des protectorats et assurant le contrôle des ressources stratégiques. La joyau géopolitique de cette nouvelle ère fut le canal de Panama. Depuis l'époque coloniale, on avait rêvé de construire une voie interocéanique qui raccourcirait les routes maritimes entre l'Atlantique et le Pacifique. La France tenta de construire le canal, mais échoua. Les États-Unis négocièrent avec la Colombie pour acquérir des droits sur la province de Panama. Face au refus du gouvernement colombien, Roosevelt soutint discrètement un mouvement séparatiste panaméen. En 1903, Panama déclara son indépendance sous la protection des navires américains. Le nouveau gouvernement signa un traité accordant aux États-Unis le contrôle perpétuel de la zone du canal. Les travaux commencèrent en 1904 et se terminèrent en 1914, transformant radicalement le commerce maritime mondial. Pendant que le pays étendait son influence extérieure, il transformait également son identité interne. Les villes américaines se remplissaient de symboles du pouvoir acquis, gratte-ciel défiant le ciel, banques contrôlant le crédit international, journaux influençant la politique mondiale. Le système éducatif promouvait l'idée que les États-Unis étaient une nation exceptionnelle, destinée à diriger le monde par sa liberté, son industrie et son esprit démocratique. En moins d'une génération, le pays était passé d'une république introspective à une puissance impériale. L'impact de l'expansion se manifesta également dans le Pacifique. En 1893, un groupe d'entrepreneurs américains soutenus par des marines renversa la reine Liliuokalani d'Hawaï. L'archipel fut annexé officiellement en 1898, fournissant une base stratégique pour la flotte américaine sur la route vers l'Asie. Ainsi, les États-Unis consolidèrent leur présence dans le Pacifique, contrôlant des routes commerciales vitales et s'établissant comme un acteur clé dans l'équilibre des pouvoirs internationaux. À la fin du XIXe siècle, les États-Unis étaient déjà reconnus comme la puissance dominante de l'hémisphère occidental et une force émergente sur la scène mondiale. Leur économie stimulait les marchés mondiaux, leur marine protégeait les routes commerciales et leurs décisions diplomatiques influençaient le destin des autres nations. Le pays qui était né d'une rébellion contre l'Empire britannique s'était transformé en quelques décennies en un empire à part entière. Le XXe siècle, l'ascension de l'Empire américain. Au début du XXe siècle, les États-Unis n'étaient plus une puissance en ascension. C'était une nation déterminée à façonner le monde. Leur économie industrielle surpassait celle de nombreux empires européens et leur population, enrichie par l'immigration, ne cessait de croître. Bien qu'ils maintiennent encore une certaine tradition isolationniste, les événements mondiaux poussèrent le pays à assumer un rôle de premier plan. La Première Guerre mondiale servit de point de rupture. En 1914, les États-Unis se déclarèrent neutres, mais tandis que l'Europe saignait dans les tranchées, les entreprises américaines envoyaient nourriture, armes et fournitures aux Alliés. En 1917, après le torpillage de navires américains par des sous-marins allemands et le télégramme Zimmermann qui offrait au Mexique de récupérer des territoires perdus s'il entrait en guerre contre les États-Unis, le président Woodrow Wilson déclara la guerre à l'Allemagne. Les troupes américaines traversèrent l'Atlantique et leur intervention fit pencher la balance du conflit. La guerre se termina en 1918 et les États-Unis émergèrent comme créancier mondial avec une capacité d'influence diplomatique sans précédent. La décennie 1920 marqua un essor économique extraordinaire. Connue sous le nom des « années folles », ce fut une époque de consommation de masse, d'automobiles, de jazz, de cinéma et de symboles du progrès moderne. Henry Ford révolutionna la production industrielle avec la chaîne de montage. Les villes se remplirent de gratte-ciel et de lumières électriques. Cependant, la prospérité cachait une fragilité financière. Le 24 octobre 1929, la bourse de New York s'effondra, donnant lieu à la Grande Dépression. Des millions de personnes perdirent leur emploi, des entreprises firent faillite et des banques s'effondrèrent. Le pays sombra dans une crise sociale sans précédent. En 1933, Franklin D. Roosevelt prit la présidence et lança le New Deal, une série de programmes économiques et sociaux visant à relancer l'économie et à protéger les plus vulnérables. Des emplois publics furent créés, des assurances chômage mises en place et le système financier régulé. L'État joua un rôle central dans l'économie. Pendant ce temps, en Europe,
Les régimes totalitaires gagnaient en force, et en Asie, le Japon entreprenait une expansion militaire. Les États-Unis observaient avec prudence, déterminés à ne pas s'impliquer. Le 7 décembre 1941 changea le cours de l'histoire. Des avions japonais attaquèrent la base navale de Pearl Harbor, à Hawaï, détruisant une grande partie de la flotte américaine du Pacifique. Le lendemain, le Congrès déclara la guerre au Japon. Peu après, l'Allemagne et l'Italie déclarèrent la guerre aux États-Unis. La nation mobilisa son industrie et sa population. Des millions d'hommes s'engagèrent, et les usines commencèrent à produire chars, avions et armes en quantité colossale. La participation américaine fut décisive tant en Europe que dans le Pacifique. Le débarquement de Normandie en 1944 ouvrit la voie à la défaite de l'Allemagne nazie. En août 1945, les États-Unis lancèrent des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, forçant la reddition du Japon. Après la guerre, les États-Unis émergèrent comme la puissance dominante du monde libre. L'Europe était dévastée et l'Union soviétique se dressait comme leur unique rival idéologique et militaire. La guerre froide commençait. En 1947, le président Truman annonça la doctrine de contention pour freiner l'avancée du communisme. Le plan Marshall consacra des milliards de dollars à la reconstruction de l'Europe occidentale et à garantir son alignement avec Washington. En 1949, les États-Unis dirigèrent la création de l'OTAN, une alliance militaire pour défendre l'Europe de l'Ouest contre toute agression soviétique. Le conflit idéologique s'est étendu à travers le monde entier. En 1950, la guerre de Corée a éclaté. Les troupes américaines, sous le drapeau de l'ONU, ont combattu l'avancée communiste soutenue par la Chine. La guerre s'est terminée en 1953 avec une péninsule divisée. Pendant ce temps, la course aux armements s'accélérait. Les États-Unis et l'Union soviétique ont développé des armes nucléaires capables de détruire la planète. La tension a atteint son apogée en 1962 avec la crise des missiles à Cuba, lorsque le monde s'est retrouvé au bord de la guerre nucléaire. Le président John F. Kennedy a négocié avec Nikita Khrouchtchev et a évité le conflit, consolidant la stratégie de dissuasion nucléaire. La rivalité s'est également déplacée dans l'espace. En 1957, l'URSS a lancé le satellite Sputnik, provoquant l'alarme aux États-Unis. En réponse, la NASA a été fondée, et en 1969, le monde a vu à la télévision Neil Armstrong poser le pied sur la Lune en prononçant la phrase « Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité ». Les États-Unis démontraient leur suprématie technologique et scientifique. Sur le plan intérieur, le pays faisait face à ses propres tensions. Bien qu'ayant combattu des dictatures à l'étranger, le racisme restait profondément enraciné. Le mouvement pour les droits civiques a émergé avec des leaders comme Martin Luther King Jr., qui a dirigé des marches pacifiques exigeant l'égalité. En 1964, la loi sur les droits civiques a été adoptée, interdisant la ségrégation raciale. Cependant, les tensions ont continué. L'assassinat de King en 1968 a provoqué des émeutes dans plusieurs villes. En même temps, les États-Unis se sont retrouvés impliqués dans la guerre du Vietnam. Depuis le milieu des années 60, des milliers de jeunes ont été envoyés combattre une insurrection communiste dans la jungle asiatique. La guerre est devenue impopulaire, générant des protestations massives. Les images de soldats morts et de villages incendiés diffusées à la télévision ont érodé le soutien du public. En 1975, les dernières troupes américaines ont quitté Saïgon, marquant la fin de l'un des conflits les plus traumatisants du siècle. La décennie 1980 a marqué un renouveau du pouvoir américain sous la présidence de Ronald Reagan. Les dépenses militaires ont augmenté, de nouvelles armes ont été développées et une pression économique a été exercée sur l'URSS. La guerre froide est entrée dans sa phase finale. En 1989, le mur de Berlin est tombé. En 1991, l'Union soviétique s'est dissoute. Les États-Unis sont restés la seule superpuissance mondiale, leader incontesté du système international à la fin du XXe siècle.